Ce soir, au menu de votre édition des locales, Tintin, roi des reporters, s'invite à la Saline royale d'Arc-et-Senans, où vient de débuter cette exposition consacrée à Hergé, grand créateur du XXe siècle. Puis nous vous inviterons à assister aux toutes premières descentes des gorges du Tarn en canoë. La saison touristique a commencé. Mais d'abord, le taux de mortalité des abeilles est en hausse. Les apiculteurs de la Loire tirent la sonnette d'alarme. Première visite de printemps, le début de la saison. On a de l'avance, hein, la nature est plus précoce. On a presque 15 jours, 3 semaines d'avance sur les floraisons. Une avance qui donne le sourire à Olivier Gachet. Pourtant, l'apiculteur forésien reste préoccupé par l'année dernière. 2016 a été une année mauvaise. Il a produit 2 fois moins de miel que d'ordinaire, la faute à une météo capricieuse. On a posé des demandes de calamité agricole au service de l'État et aujourd'hui on est mi-avril bientôt et on n'est toujours pas passé en dossier pour être peut-être indemnisé pour cette calamité, quoi. Tout le monde veut sauver l'abeille, mais en fin de compte, on est quand même livré à nous-mêmes. Manque de reconnaissance, manque d'écoute, manque d'aide, les apiculteurs de la Loire tirent la sonnette d'alarme. Réunion de crise à l'initiative de la Confédération paysanne, l'occasion d'évoquer les difficultés d'un métier forcé de s'adapter. Et puis surtout, on a vu apparaître ces phénomènes de grosse mortalité. L'utilisation de pesticides, le fauchage précoce des prés, les apiculteurs doivent ruser pour éviter de voir leurs essaims disparaître. Ils les déplacent régulièrement de plusieurs dizaines de kilomètres. Le gars qui perd 80% de ses vaches, qui 2 ans après en repère 40%, mais tout le monde, ça serait le chantier numéro 1 de dire la priorité, elle est d'arrêter la mortalité des vaches. Bon, là on est sur des abeilles, c'est pas parce qu'elles sont plus petites que c'est pas plus alertant, quoi. Préoccupant alors que l'apiculture française pourrait se développer. L'an dernier, elle n'a produit qu'un quart du miel consommé en France et à peine 2% de la gelée royale. Dans la Loire, une trentaine de professionnels en vivent. Il pourrait être le double. Si vous êtes en vacances en Lozère, que diriez-vous de découvrir l'immensité des gorges du Tarn à coups de pagaie? La saison vient de commencer avec l'arrivée des premiers kayakistes. C'est l'un des plus beaux panoramas de France, les gorges du Tarn, véritable joyau, des gorges qui vont petit à petit sortir de la torpeur de l'hiver pour franchir les frontières du printemps. Et le signe de ce renouveau, c'est la première sortie des canoës. Ces 2 Bordelais seront les premiers touristes de l'année 2017 à descendre les gorges. Ce que vous faites, c'est toujours bien pagayer dans les rapides, ne jamais se laisser aller. Et c'est vous, monsieur à l'arrière, qui dirigez le bateau. Allez! C'était les premiers clients de la saison qui sont partis ce matin là, pour le parcours de 8 km que j'irai chercher dans 1 heure, 1 heure et demie environ au Cirque des Baumes. Plus de 15 loueurs de canoës exploitent les gorges employant une centaine de salariés, une activité économique vitale pour cette région. On avait déjà effectué une descente le week-end dernier et c'est là qu'on a jugé qu'il fallait encore attendre quelques jours pour pouvoir proposer la descente des gorges en toute tranquillité pour que nos clients soient en toute sécurité. Pour les premiers descendeurs de l'année, le parcours sous un soleil printanier et au milieu d'une eau transparente s'est révélé magnifique. Ah ouais, c'était génial. On a eu un temps magnifique, première semaine d'avril, c'était royal. Le Tarn pour nous tout seuls, impeccable. Plusieurs milliers de canoës vont sillonner le Tarn au cours de la saison, un véritable poumon économique. Quoi de mieux qu'un cadre royal pour recevoir le prince des reporters? La Saline royale d'Arc-et-Senans accueille jusqu'au 7 janvier cette exposition qui retrace la carrière d'un grand créateur du XXe siècle, Hergé, et de son personnage mythique, Tintin. Tintin à la Saline, ce rêve-là s'est concrétisé comme un prolongement de l'exposition du Grand Palais. À en croire mes parents, disait Hergé, je n'étais vraiment sage que lorsque j'avais un crayon à la main et un bout de papier. Ici, de l'enfance du dessinateur à l'enfance des visiteurs, il n'y a qu'un pas. Je pense que comme beaucoup d'enfants, j'ai grandi avec Tintin. Donc voilà, c'est un retour en enfance. Un autre visiteur venu de Jersey n'est pas déçu du voyage. Je connais Tintin, mais je ne connais pas l'importance de Hergé. C'est impressionnant, hein. Il a une vraie signature sur la culture française, sur la culture mondiale que je n'ai jamais vue avant. Et il y a de quoi être ému.
Des croquis d'attitude et crayonnés dont la marché sur la Lune au dessin de jeunesse de Georges Rémy. On a des originaux, on a des archives inédites et puis on a des représentations de bandes dessinées, des albums de Tintin. Donc c'est vraiment une plongée dans l'art d'Hergé, dans le maître de la ligne claire et de la BD belge. L'œuvre d'Hergé va encore s'ancrer davantage dans la saline royale d'Arc-et-Senans conçue par Claude-Nicolas Ledoux. Dès le 10 juin, côté jardin, 10 espaces vont être aménagés en lien avec son univers. Un rallye Tintin est également prévu avec 50 voitures figurant dans les célèbres albums. Nous vous proposons un voyage musical au sein du Musée des Beaux-Arts de Lyon pour refermer cette édition. Pour la première fois, le festival Lyon Printemps Musical fait se rencontrer les musiciens et le public devant des œuvres d'art. Il paraît que la musique, c'est voir avec les oreilles et que la peinture, c'est écouter avec les yeux. Pour faire se rencontrer plusieurs formes d'art, le festival Lyon Printemps Musical a débuté au Musée des Beaux-Arts. L'association propose à des étudiants des masterclass de musique au milieu des tableaux de maîtres. L'occasion de bénéficier des conseils des plus grands maîtres actuels de la musique classique. Il y a plein de bleus ici. Alors, il y en a un ici, il y en a un là-haut, tous sans réfléchir. C'est pas commun de pouvoir faire des masterclass dans des lieux comme ça. Moi, je donne des cours au conservatoire, toujours dans ma salle habituelle. Et puis de pouvoir un peu se délocaliser dans les musées, dans les beaux endroits de Lyon, ça c'était quelque chose d'assez inhabituel et le mélange des arts en fait, entre la musique, la peinture, l'architecture, c'est une superbe idée. Pour les étudiants, c'est aussi l'occasion d'améliorer la couleur de leurs notes dans un lieu original. Il y a une acoustique déjà hyper particulière, ça résonne énormément, c'est assez flatteur déjà, sympa, mais c'est vrai que c'est particulier. Il y a beaucoup d'œuvres qui s'inspirent de tableaux et inversement, et même avec d'autres arts que la peinture et la musique. Il y a le cinéma, il y a plein d'autres choses. Donc forcément, tout est un peu lié. Le but, c'est que le public des musées tombe vraiment par hasard sur les différents étudiants. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Avoir cette ouverture à la musique, pouvoir surprendre encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive moins. Le festival, avec ses masterclass et des concerts, continue toute la semaine dans plusieurs musées lyonnais.